Oui, c'est bon. Très bien. Alors, Oui, c'est bon. là, je vous demande de monter cette première image. Est-ce que L'intervention en cet tant que telle. opérateur est en train de faire des fautes? Oui. Oui, on peut Alors, dire. quelles sont les fautes? Là, en fait, il ne s'est pas mis de paravent, donc il est plus exposé au rayon. Il s'est peut-être mis le paravent d'en bas pour se protéger au niveau de sa partie inférieure, mais pas en haut. Très bien. Ça, c'est la distance qui sépare. Et puis là, exactement. Vas-y. D'accord. Quoi d'autre? Et l'autre chose, c'est que on voit que la table est très proche de la source des rayons X. D'accord. Vers le bas et très loin du capteur qui est en haut. Ça aussi, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait davantage. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Je pense qu'il faudrait davantage éloigner la table de la source. D'accord. Donc, faire monter la table. Faire monter la table un peu. Utiliser un paravent. Et porter une cache thyroïde. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que vous pouvez utiliser une cache thyroïde. Alors, pour les images, comment vous voyez ce monsieur? Est-ce qu'il est en train de prendre une bonne qualité d'image? Quelles sont les erreurs commises en prenant ces images? Ici, bon, pour les images, je pense que pour l'image d'en haut, il a bien cadré son image. Mais pour l'image d'en bas, il y a beaucoup de parties dans le champ qui sont inutiles. Donc, il fallait peut-être couper. Donc, il fallait peut-être quoi faire? Couper, oui. Il fallait réduire. Utiliser une collimation parce qu'on voit au moins en haut, il y a au moins le 1/3 du champ et des deux côtés, les 2/3 du champ qui sont vides. Donc, normalement, il a fallu collimater. Et en haut, c'est quoi le problème? Le filtre, plutôt. Filtre, c'est ça. Il fallait mettre le filtre du côté à droite parce qu'on voit très lumineux. C'est cette partie du poumon. On sait que le poumon, il absorbe très très bien les rayons X et ça va donner une irradiation très importante de ces poumons. Donc, il fallait plutôt mettre le filtre à droite et en haut pour améliorer la qualité d'image et augmenter le contraste et diminuer les radiations des poumons. Alors, donc, j'ai voulu commencer par cette image comme une petite introduction à la radioprotection. En fait, c'est quoi la radioprotection? C'est l'ensemble des moyens mis en œuvre dans le but de limiter l'exposition de l'homme aux effets néfastes des rayonnements ionisants. Donc, les rayonnements ionisants, on peut les avoir dans la nature ou artificiels, en particulier dans le domaine de la cardiologie interventionnelle. Les trois principaux concepts en matière de radioprotection. Première chose, c'est la justification des pratiques. Donc, s'il n'y a pas de bénéfice à faire une coronarographie, on ne va pas s'amuser à faire cette coronarographie. Comme donc Dr Ben Amar vient de dire, si jamais on fait la coro et après on aura une complication radiodermite ou que ce soit, quel que soit, donc après, ils vont nous juger sur l'indication elle-même. La deuxième chose, c'est l'optimisation de la radioprotection. C'est le principe ALARA, c'est-à-dire as low as reasonable achievable, aussi bas qu'il est raisonnablement possible. Donc, il faut utiliser vraiment les rayons X et limiter la durée, la distance, l'exposition pour limiter les effets néfastes de ces rayons X. Et troisième point, c'est la limitation de la dose individuelle et du risque en utilisant les différents moyens de protection. En France, en fait, il oblige les gens qui travaillent au rayonnement ionisant de faire une formation toutes les 3 années et puis un rappel renouvelable après pour les médecins interventionnels tous les 10 ans. Mais en Tunisie, malheureusement,
on a le Centre national de radioprotection, mais honnêtement, moi personnellement, je n'ai jamais été contactée par ce centre où ils n'ont jamais pris mon donc dosimètre ou ils n'ont jamais fait de formation. Ils ont des textes de loi qui sont très anciens. Le dernier texte, ça remonte à l'année 1986. Alors, je vais commencer par parler. Ça a été découvert pour la première fois en 1985 par M. Röntgen et il a utilisé ça pour la première fois en matière de radiographie de la main. Après, c'est quoi en fait les rayons X? Les rayons X sont produits dans un tube à rayon X où il y a de la chaleur. Cette chaleur, elle va émettre donc un faisceau d'électrons. Quand vous voyez, c'est ce qu'on appelle la cathode. Donc la cathode, c'est du côté gauche. Elle va émettre des électrons. Ces électrons vont être accélérés sous l'effet d'une tension et ils vont arriver jusqu'à l'anode. Lorsqu'ils vont heurter l'anode, il y aura donc une émission d'éléments qu'on appelle les photons, qui sont en fait les rayons X. Ces rayons X vont sortir dans des directions différentes qu'on va diriger par la géométrie du tube. Les rayons X, ils n'ont ni de charge ni de masse au repos et ils vont se déplacer en ligne droite à la vitesse de la lumière. Donc là, dans une salle de cathé, le tube à rayon X, c'est celui qui est en bas. L'amplificateur de brillance de l'image d'examen. Donc, le rayon X va sortir en bas et monter en haut vers l'amplificateur. Alors, quelques notions de base en matière d'utilisation des rayons X. On sait que les photons ou bien du type radiogène, avec une certaine énergie qui dépend de la tension exercée au niveau de ce tube, ils vont traverser la matière. Une partie va être absorbée, ça permet de donner la dose d'irradiation le patient, et puis une partie va être transmise à l'amplificateur de brillance et elle va être responsable de la formation d'image et une partie va être diffusée dans les différents sens et c'est cette partie qui sera responsable de l'irradiation du personnel et de l'exposition du personnel de la salle de cathé. Donc je résume, il y a les photons transmis qui vont atteindre le détecteur pour former l'image, les photons absorbés qui vont transmettre le C et ils vont donner l'absorption ou la dose absorbée, les photons diffusés qui vont être responsables de l'exposition du personnel. L'atténuation ou ce qu'on appelle la dose délivrée, en fait l'atténuation, elle dépend de deux choses, c'est la différence entre les rayonnements qui sont émis et les rayonnements qui sont donc diffusés et donc, ça correspond à la partie absorbée par le corps du patient. L'unité de cette dose délivrée, c'est en fait, quand vous voyez, c'est le gré qui correspond donc à l'énergie. C'est pourquoi c'est joules par kilo, ça correspond au gré. Donc, la dose délivrée, elle correspond au dépôt d'énergie déposé dans la matière. X, il y a deux effets, c'est soit l'effet photoélectrique, c'est que toute l'énergie du photon, elle va être transmise à un électron, va engendrer des ionisations et il va être responsable des effets néfastes de son énergie cinétique. Et l'autre partie, elle va être diffusée et elle est responsable du rayonnement secondaire ou donc l'exposition du personnel. Donc, vous voyez soit l'effet électrique, photoélectrique, un photon qui va donner toute son énergie au milieu traversé, ça va donner une ionisation, soit donc l'effet diffusion, alors une partie qui va être transmise à un électron qui est sur place, donc et une partie qui va être diffusée ailleurs. Et cette interaction, en fait, elle dépend de deux choses, l'énergie du photon en lui-même. Vous voyez, lorsque l'énergie, elle est très importante, donc on aura plus d'effet quantum, donc de diffusion. Plus l'énergie, elle est importante, plus il y aura
de rayons diffusés. Alors que, par contre, si l'énergie elle est faible, la plupart de l'énergie, elle va rester sur place et elle va rester dans la matière. La première chose, donc l'énergie du photon. Et la deuxième chose, c'est la nature du tissu traversé. Vous voyez, par exemple, pour le tissu osseux, il y a plus d'effets photoélectriques, c'est-à-dire il y a moins de diffusion. Donc, la plupart de l'énergie transmise à travers le tissu osseux, elle va rester sur place. Par contre, pour le tissu mou, il y aura plus d'effets photoélectriques. Que dire de l'air? C'est pourquoi que donc les poumons vont être irradiés de façon très importante. Alors, on a dit tout à l'heure que pour l'effet photoélectrique, donc l'électron va donner son énergie au niveau d'un électron au niveau du milieu en lui-même. Cet électron, il va soit exercer un effet et va induire des lésions moléculaires, soit un effet indirect à travers la production de radicaux libres, et ces radicaux libres vont être responsables des effets cellulaires et tissulaires. Les effets biologistes, en fait, secondaires aux rayons X, quelle est la différence? Est-ce que vous vous rappelez un tout petit peu quelle est la différence entre un effet déterministe et un effet aléatoire ou un effet probabiliste? L'effet déterministe, c'est quoi à votre avis? Donc, l'effet déterministe, c'est un effet qui survient à partir d'un certain seuil. Donc, si on dépasse ce seuil, cet effet survient à coup sûr. Exemple, la radiodermite, les lésions cutanées. Lors des angioplasties d'occlusion chronique, on utilise beaucoup de rayons X, et si on utilise toujours la même incidence, alors le malade, il va développer une radiodermite. Ce sont des effets précoces qui surviennent juste après la procédure d'angioplastie ou de coronarographie. À partir d'un certain seuil, leur probabilité, elle est certaine à partir de certains seuils, et le dommage, la sévérité de l'atteinte, elle dépend de la dose délivrée. Plus on augmente la dose, plus le préjudice et l'effet seraient sévères. L'atteinte, elle serait plus étendue. D'accord? Alors que pour l'effet, et en général, elle est secondaire à une atteinte d'un grand nombre de cellules au niveau des organes. Par exemple, là, vous voyez, ce sont des effets déterministes. Il faut quelqu'un qui est déterminé, c'est-à-dire quelqu'un qui fait, s'il a décidé de faire quelque chose, il va le faire. La même chose, ce sont des effets déterministes. Si on arrive à un certain seuil, c'est que cet effet va survenir. Donc, et on sait qu'il y a des seuils connus pour ces effets déterministes, surtout pour la peau, pour la stérilité et pour la survenue de cataractes. Ce sont les seuils à ne pas dépasser lors d'une procédure pour ne pas avoir ces effets qui sont plus dangereux lorsque la dose elle est plus importante. Par contre, les effets stochastiques, ou ce qu'on appelle les effets aléatoires ou les effets probabilistes, ce sont des effets qui surviennent sans notion de seuil. Tu utilises un petit seuil, et ce qui arrive, c'est qu'il y aura une modification d'une seule cellule. Cette cellule, elle va être endommagée au niveau de son ADN. Si elle serait réparée, donc c'est bon. Si elle ne serait pas réparée, elle pourrait être à l'origine d'effets aléatoires qui surviennent après une certaine période de latence, comme des effets génétiques, des malformations dans la descendance, des cancers, ainsi de suite. Ces effets sont aussi, sont tardifs, sans notion de seuil, et l'augmentation, la probabilité de leur survenue, elle augmente selon la dose. Plus on utilise une dose importante, plus on aura plus de risques de développer des effets stochastiques ou aléatoires ou probabilistes. C'est pourquoi il faut se protéger pour ne pas développer un jour J un cancer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études maintenant qui disent que malheureusement, les cardiologues interventionnels développent beaucoup plus de cancers que la population générale. Et là, vous voyez ce papier de cardiologues interventionnels qui développent un type de cancer qui est particulièrement le cancer du cerveau. Parce qu'en général, la plupart des cardiologues, ils portent
des gilets, ils portent des blouses en plomb, ils portent des lunettes, ils mettent le vitre, mais ils ne mettent pas de protection de cache-cerveau. D'accord? Donc, vous voyez, c'est 31 cardiologues qui ont développé un cancer et vous voyez la particularité que ce cancer survient du côté gauche, c'est-à-dire du côté de l'exposition aux rayons X. Et malheureusement, c'est toujours le même type de cancer, c'est le glioblastome. Et dans le pronostic, il est très fâcheux. Vous voyez, la survie de la plupart des radiologues n'a pas dépassé les 2 à 3 ans. Et ça survient après une certaine période. Donc, vous voyez, ces cardiologues sont décédés entre l'âge de 50 et 30 ans après une durée d'exposition aux rayons X entre à peu près 15 et 20 ans. Donc, c'est pourquoi il faut bien se protéger lorsqu'on est exposé aux rayons X. Le concept de la dose. Alors, la dose, on a dit, c'est la dose absorbée par l'organisme, que ce soit l'organisme du patient ou l'organisme du personnel de la salle de cathé. Le concept de la dose dépend de plusieurs paramètres, dépend de l'énergie utilisée pour accélérer cet électron pour produire les rayons X, la durée de l'exposition, la distance par rapport à la source de rayons X et les caractéristiques du milieu traversé en lui-même. Donc, les indicateurs dosimétriques, lorsqu'on fait un compte rendu, on écrit plusieurs paramètres, mais quelle est la signification de ces différents paramètres? Les principaux indicateurs de radioprotection, il y a en fait, je commence par la dose d'exposition. C'est quoi la dose d'exposition? C'est en fait ce qu'on appelle le kerma dans l'air. Le kerma dans l'air, il s'agit de l'expression de la dose mesurée dans l'air à un point précis qui est le point de référence interventionnel situé selon les recommandations à 15 cm au-dessous de l'isocentre de rotation de l'arceau. Donc, vous voyez ici, vous avez un arceau et normalement, pour un arceau, il y a un isocentre qui est à peu près à ce niveau. Le point de référence pour mesurer l'air kerma, c'est 15 cm au-dessous de ce point, cet isocentre. C'est une mesure qu'on fait donc en dehors de la présence du patient, c'est l'équivalent de la dose qui est reçue par la peau du patient. C'est comme si on n'a pas de patient et on va exercer de rayons X, on veut savoir quelle est la dose qui existe dans l'air. Donc ça, c'est le premier paramètre. Donc, تمشي la salle de cathé, تلقاو مكتوبة air kerma et l'unité, c'est en milligray. Donc, sur le plan pratique, est-ce que vraiment cet air kerma est un indicateur qui est très important? Eh bien non, c'est un indicateur caricatural parce qu'il considère que les rayons X sont diffusés de la même manière dans les différentes incidences, alors que c'est pas vrai du moment où on met le patient au centre de l'arceau. Donc, la dose, elle va être différente par rapport مثلا مشكمة devant, mouchkima derrière, mouchkima à droite, c'est selon donc la distance par rapport à la source, la distance par rapport à l'amplificateur. Donc, c'est pas vrai, on va pas recevoir on n'a pas la même dose air kerma au niveau de la peau du patient. Alors, quel est alors l'élément le plus important? C'est ce qu'on appelle le produit dose surface. C'est quoi le produit de surface ou ce qu'on appelle la PDS? En fait, lorsque l'émetteur ou la source va donner des rayons X, la dose de rayons X dans l'air, elle va diminuer de façon inverse au carré de la distance. Mais en même temps, donc la surface traversée par le rayon X du patient, elle va aussi augmenter d'un certain produit qui est la même chose, qui est le carré de la distance. C'est-à-dire, si je place mon patient ici, donc la surface traversée, c'est à peu près 0,5 cm par exemple, mais l'air kerma, c'est 40, 10-3. Après 1 mètre, donc le double, c'est vrai que j'aurai une dose air kerma qui est diminuée de 4. On dit que c'est toujours le carré de la distance, mais en même temps, la surface traversée, elle va
augmentée d'un nombre de 4. Donc, à peu près, la PDS, elle est la même à tout, à tout point par rapport à la distance, entre la distance par rapport à la distance à la source. Donc, le PDS, l'unité MTH, c'est en fait, quand vous voyez, c'est en gré par mètre carré. Microgré parce que l'unité MTH, c'est en milligré. Donc, tu vas voir la dose qui va traverser une certaine surface. Donc, pour vraiment améliorer les PDS, il faut jouer sur deux choses. Diminuer le maximum la surface avec laquelle on va traverser le patient. Avec on doit mettre la table haute, loin, parce que plus on diminue, plus on abaisse la table, plus le champ qui va traverser le patient, le champ de rayon X va être large. Plus on éloigne la table, plus le champ va être plus petit. Donc, c'est pourquoi il faut éloigner la source pour diminuer la surface. La dose efficace, c'est quoi? La dose efficace, c'est une grandeur de référence pour dire que c'est la dose à partir de laquelle on pourrait peut-être avoir un effet stochastique. C'est la dose qui pourrait causer un effet stochastique. Elle s'exprime en millisieverts et permet d'évaluer l'impact d'une irradiation locale à l'ensemble du corps. Elle est obtenue à partir du PDS par l'intermédiaire d'un facteur de pondération. مثلا كان نقول on a reçu 20 mg, dose مثلا efficace pour le foie, elle a un facteur K. La dose efficace pour l'os, elle a un facteur K. Par exemple, si l'issue d'une procédure interventionnelle de PDS total est de 200 grés par centimètre carré, alors la dose efficace sera approximativement de 200 fois 0,2, c'est-à-dire en gros 40 millisieverts. Et on sait très très bien qu'il y a des doses à ne pas dépasser, ce qu'on appelle les doses limites à ne pas dépasser. Et vous voyez, la dose limite à ne pas dépasser n'est pas la même pour tous les tissus. Par exemple, elle est de 20 millisieverts pour les yeux, elle est de 500 millisieverts pour les autres, pour la moelle épinière, pour le sein, pour les poumons. Donc, c'est différent. La dose de l'effet stochastique, elle est différente selon le tissu qui a été traversé. Alors maintenant, quelles sont les modalités de radiothérapie? Professeur Rania? Oui. Excusez-moi. Oui, est-ce que par exemple pour une chorodiagnostic simple, quelle serait par exemple la… Elle est de l'ordre de 0,1 millisievert. Ou bien la PDS plutôt, parce que c'est ça qu'on a comme paramètre le plus souvent. La PDS pour une choro simple ne doit pas dépasser les 150 microgrés par centimètre carré. Parce que c'est selon l'unité اللي تستعمل فيها. Ça ne doit pas dépasser les 100 à 150 microgrés par centimètre carré. Et ça ne doit pas dépasser les 3 à 4 minutes de scopie. D'accord. Okay, d'accord. Sauf si c'est une intubation difficile. Si c'est une intubation difficile, alors dans ce cas, je me touche 7-8 minutes. Mais tant je trouve les différentes astuces pour diminuer le maximum l'exposition au rayon X. Et donc, c'est les règles d'optimisation. D'accord. Alors, quelles sont les règles? Les règles, il faut contrôler la durée, contrôler la distance, contrôler l'image. Par exemple, pour une angioplastie, on peut arriver à 1000-1200 microgrés par centimètre carré. D'accord? Oui. Okay, contrôler la distance, la durée, contrôler la distance, contrôler l'image, contrôler les options techniques médicales et contrôler le matériel. Alors, comment contrôler la durée? C'est bien sûr réduire les durées des injections, et c'est programmer, mais là où on peut programmer que nos injections ne durent pas plus que 3 secondes, par exemple, 3-4 secondes. Savoir lever le pied de la scopie, centrage sans scopie, il y a des appareils menés de mémoire de centrage, c'est-à-dire si tu vas faire par exemple une incidence face caudale, il y aura
des points, des marqueurs qui sortent de façon que lorsque tu vas changer l'incidence, tu auras à peu près une idée sur ton patient, il est où par rapport à l'écran. Tous les appareils d'angiographie numérisée interventionnelle disposent aussi d'asservissements permettant la gestion automatique des paramètres d'exposition des patients. Il y a des alarmes normalement à programmer dès le début, du moment où tu as dépassé une certaine dose et une certaine durée. Donc, tu auras une alarme au niveau de l'appareil et il faut éviter les injections inutiles. Vraiment, on est habitué à faire une montée de sang depuis le pelvis ou depuis l'artère radiale. Il y a des gens qui sont habitués à suivre tout le temps ça sous rayon X ou de faire un centrage trop lent. Le fait de vérifier de façon excessive et systématique la déflation, l'inflation des ballons. Donc, utilisez plutôt le SCOPY, essayez d'utiliser les SCOPY et après, sauvegarde image. C'est pas la peine d'utiliser tout le temps la cinématographie. Les injections systématiques et les incidences systématiques, il faut les enlever. Vraiment, on est habitué à faire une OAG crâniale tout le temps. Pourquoi faire une OAG crâniale si on a une idée avec une OAD crâniale et on sait très très bien que l'OAG crâniale, c'est l'incidence la plus irradiante. Vous allez voir après le rapport entre une OAG crâniale et une OAD caudale. Contrôler la distance, le choix de la position de l'opérateur par rapport au tube à rayon X. On a dit toujours que la dose qu'on va recevoir, elle va diminuer du carré de la distance. D'accord? Donc, si je vais m'éloigner de 2 mètres, la dose va diminuer au moins de 4 fois. La hauteur de la table aussi, c'est très important d'ajuster la hauteur de la table et il y a une distance optimale, c'est-à-dire il ne faut pas la laisser vraiment très haut et ni trop bas. Par exemple, lorsque je montre ici, lorsque vous allez mettre la table très haut, vous aurez beaucoup de rayons de part et d'autre qui va partir et qui ne sert à rien. D'accord? Et c'est vrai qu'on va diminuer la dose du patient parce qu'on va l'éloigner de la source, mais en même temps, on va augmenter la dose par le rayon diffusé par l'opérateur parce que vous voyez, il y a plein de rayons qui ne va pas traverser ni le patient ni l'amplificateur de brillance et il va partir un peu partout et c'est un rayon qui est à haute fréquence parce qu'il n'a pas encore traversé le patient. Par contre, ici, lorsque vous mettez le patient, l'amplificateur de brillance aussi très haut, vous aurez beaucoup de diffusés. Donc, l'idéal, c'est de garder une distance entre la distance de 100 centimètres. Vous la voyez normalement au niveau de vos écrans. La distance et le tube et l'amplificateur de brillance, elle va être aux alentours de. Donc, il ne faut pas non plus mettre tout le système très haut ni tout le système très bas. Donc, il faut avoir une distance optimale. Donc, par exemple, lorsque je mets le patient très proche de la source, vous voyez la dose reçue en orangé, elle est très importante. Par contre, lorsque je rapproche le maximum l'amplificateur de brillance du patient, je vais diminuer donc de façon très nette le rayon reçu par le patient. La même chose, donc, vous voyez ici, lorsque je mets à peu près, ici c'est proche, après je m'éloigne un tout petit peu, lorsque j'éloigne le tube du patient, je gagne visiblement. Donc, si la dose, elle va être diminuée, la dose absorbée par le patient قديش. من هوني, si j'ai ici 10 cm et ici j'ai 30 cm, je vais gagner combien? En matière de dose, combien je vais gagner? Allô? Allô?
Un neuvième, c'est ça? Un neuvième, lorsque je passe de 10 à 30 cm, je vais gagner 1 sur 3 au carré. Donc, puisque la distance elle a été multipliée par 3, donc je vais diminuer la dose de rayon X absorbée par le patient d'un facteur au moins de 9 fois. Je vais diminuer au moins 9 fois la dose absorbée par le patient. D'accord? Il faut aussi contrôler la qualité d'image et heureusement maintenant qu'il y a ce qu'on appelle la grille antidiffusante. Cette grille, la DFI, elle existe au niveau de l'amplificateur de brillance. Comme vous voyez, elle est menée de plusieurs lamelles et ces lamelles donc, vont essayer d'améliorer la qualité d'image. Comment? En laissant seulement les rayons X qui sont transmises à traverser l'amplificateur de brillance. Elles vont par contre bloquer les rayons diffusés qui viennent dans les différents angles. Donc, la grille antidiffusante, elle joue un rôle très important pour améliorer le contraste de l'image par la limitation du bruit. D'accord? Et elle est faite par le constructeur. Et maintenant, on ajoute même parfois des filtres additionnels dans certaines procédures. On met des filtres additionnels au niveau de la source. Par exemple, lorsque je vais faire une procédure d'ablation par radiofréquence et je sais que je n'aurai pas besoin d'une qualité d'image importante, je peux mettre un filtre de plus pour diminuer le rayon X qui va traverser le patient. Il faut aussi utiliser une cadence d'image optimale et normalement, ce qu'on dispose, c'est des cadences d'image entre 7,5 à 50 images. Mais normalement, chez un patient qui a une fréquence inférieure à 70 battements par minute, on pourrait utiliser une cadence d'image de 7,5 et on la programme par défaut. On augmente la dose la cadence d'image, c'est lorsqu'on a un patient qui est très rapide, on peut aller jusqu'à 25 images par seconde. Les filtres de contour, comme je viens de vous montrer ici, par exemple, cette image où on voit beaucoup de brillance. Donc, l'intérêt des filtres de contour, c'est de réduire la dose à la peau lors de la superposition des incidences, une réduction de l'intensité de rayons X qui atteignent tout le tissu faiblement atténuateur comme les poumons. On sait que les poumons, densité MTHM, elle est faible parce que c'est de l'air et elle va laisser passer tout. Du coup, lorsque on utilise des rayons X à ce niveau, ça va diffuser de façon très importante et ça va augmenter le risque des effets stochastiques. Ils permettent aussi les filtres d'améliorer de façon significative le contraste de l'image par la réduction de l'intensité du rayonnement diffusé. Et donc, vous voyez les filtres. Il y a maintenant les nouvelles machines. Elles vont faire sortir le filtre de façon systématique. Donc, un petit tanzel pour faire l'image et la machine en elle-même, elle va donc faire sortir le filtre. Il y a aussi la collimation qui joue un rôle très important parce que ça va diminuer la dose de rayon X qui sort à partir de la source. Et vous voyez par exemple cette image, si vous avez cette partie du champ qui n'est pas nécessaire, on aurait dû faire une collimation qui cadre juste l'image nécessaire. L'agrandissement joue un rôle très important. Il faut être habitué à intuber les coronaires avec un champ qui est de 25, un grand champ, parce que vous voyez, plus on agrandit le champ, plus on gagne de matière, de dose délivrée aux patients. D'accord? Donc, c'est pas la peine d'intuber les artères à un champ 20, c'est pas la peine de faire des agrandissements, on peut plutôt prendre des images classiques et après utiliser le zoom numérique. D'accord? Le contrôle des options techniques. Alors, c'est quoi le contrôle des options techniques? La première chose,
c'est l'utilisation d'un protocole adéquat de scopie et de graphie. Normalement, كل machine تدخلوها باش تلقاو فيها plusieurs types de scopie faible, scopie normale, scopie forte. Normalement, on utilise soit une scopie normale lors d'une procédure de Corot, mais par contre, dans une procédure d'ablation de FA où je n'ai pas besoin d'avoir une bonne qualité d'image, on va utiliser une scopie faible. Et malheureusement, la plupart du temps, on utilise la même salle de rythmologie et de cardiologie interventionnelle. Et malheureusement, les rythmologues, ils ne règlent pas la scopie à la dose faible. Mais normalement, si tu vas faire une procédure de rythmologie, que ce soit implantation de Meissbecker ou une ablation, on utilise plutôt la scopie qui est faible. On va régler aussi, comme je viens de dire, le nombre d'images par seconde et le nombre pour la cinématographie, d'accord? Et il faut savoir, il faut limiter le maximum l'utilisation de la cinématographie. Par exemple, lorsque vous allez inflater un ballon lors d'une procédure d'angioplastie où vous allez placer une stent, vous pouvez utiliser la scopie et puis vous allez sauvegarder l'image. C'est mieux que de prendre des incidences de ciné. Parce que vraiment, en passant de la faible scopie au ciné, vous pouvez augmenter la dose de rayon X d'un chiffre en moins de 10, 5 à 10. Là, vous voyez, on compare, vous avez 4 modes. Vous avez ici en rose la cinématographie, en bleu, vous avez la fluo, mais la fluoscopie haute, fluo médiane et fluo basse. Vous voyez ici les incidences. Je pense que vous voyez les incidences. Vous voyez que si je prends par exemple la cinématographie, le fait de faire une OAD caudale, vous voyez la dose, elle ne dépend pas la dose de 1 millisievert par heure. Par contre, si je vais faire une OAG crâniale, la dose, elle passe de 1 à 10. Vous voyez combien l'OAG crâniale, elle est une incidence très irradiante. En comparant maintenant la scopie, vous voyez pour la même incidence, par exemple l'OAG crâniale, en passant de la fluo faible à la fluo haute, on multiplie la dose délivrée d'un chiffre en moins de 5. Donc l'idéal, c'est d'utiliser ces incidences, les OAD, essayer le maximum de limiter les grandes déviations, les crâniales 40, les crâniales, les caudales 40, les 30. Donc, il ne faut pas trop incliner le tube à rayon X pour diminuer la dose reçue. Et il faut éviter le maximum les OAG. Vous voyez, profil l'OAG 90 et l'OAG crânial, ce sont les incidences les plus irradiantes. Et si vous allez faire un profil, vous pouvez plutôt opter au profil droit. D'accord? Professeur Rania? Oui. Est-ce que c'est parce qu'on est trop proche du tube à rayon X qu'on est plus exposé? Oui, exactement, parce que le tube à rayon X, il est très proche de nous. Et il y a un autre problème, c'est que lorsque on utilise l'incidence d'OAG, on traverse en général le rachis de façon inclinée. Et on sait que lorsque les poumons de façon inclinée, un champ, on va traverser les poumons et on sait que les poumons, ils arrêtent très peu les rayons X. Donc, ils vont laisser beaucoup de diffuser. D'accord? Donc, les poumons, ils ne vont pas trop attendre comme l'image. Donc, vous voyez, en OAG, on va plutôt traverser, en OAG, on va traverser ici les poumons. D'accord? Oui. Et on va pas traverser l'os. L'os, on sait que l'os, il va arrêter les rayons X. D'accord? On va traverser des tissus mous. L'aktharia, ce sont des tissus mous. D'accord? Alors que pour l'OAD, on va plutôt traverser. Donc, avec l'OAD, on va traverser des structures essentiellement pulmonaires, alors que pour l'OAG, on va traverser les masses
squelettique postérieure nettement plus atteignante et donc plus de rayons. Alors, pour la voie d'abord, en termes de dose délivrée, auparavant, on disait que la voie radiale elle est plus irradiante que la voie fémorale, mais maintenant, hein, chez un patient, chez un opérateur qui est bien entraîné, il n'y a plus de différence, mais il faut par contre éviter le maximum la voie radiale gauche. Pour le cathétérisme, comme je viens de dire, il faut essayer de s'intuber en champ 25, faire passer le guide en champ 25, essayer de ne pas suivre le guide. Si on monte sur un guide, on n'a pas besoin de le suivre, sauf si on a des difficultés à traverser l'artère. Il faut éviter d'utiliser les cathéters de petite taille, par exemple le cathéter franche, parce qu'en général, on aura une qualité d'image qui est médiocre et on serait obligé de multiplier les incidences. Donc, il faut bien utiliser le cathéter guide approprié. La méthode d'injection, l'idéal, c'est d'utiliser les injecteurs automatiques parce que ça donne un débit constant et une meilleure qualité d'image et on ne sera pas obligé de multiplier les incidences. Pour les moyens de protection individuelle, donc bien sûr, il y a les moyens de protection qui sont basés sur les pratiques médicales, sur la qualité d'image, le fait de respecter la distance patient-source, la distance opérateur-source, le fait de choisir d'emblée un système de fluoroscopie qui est faible, d'utiliser le moins que possible les cinématographies et de limiter la durée d'exposition le maximum. Mais en même temps, il faut utiliser les moyens de protection individuelle, comme je viens de vous montrer. Donc, le fait de ce patient, cet opérateur qui n'utilise pas le vitre plan B. Le vitre plan B, il diminue les radiations au moins d'un chiffre de 10. Il faut aussi utiliser cet écran radio-atténuateur en bas. Beaucoup d'opérateurs, ils l'oublient. La cache thyroïde, aussi le cache cerveau, si possible des lunettes en plan et aussi les dosimètres, c'est très important. Et l'idéal, c'est d'avoir 2 dosimètres. Un dosimètre qui est placé en dehors de la pelouse plan B et un dosimètre qui est placé en dedans de la pelouse plan B pour savoir exactement la dose absorbée aux différents niveaux. Donc, pour la pelouse plan B, l'idéal, c'est d'utiliser les pelouses plan B en deux t-shirts, en 2 parties, parce que ça diminue le poids de la pelouse plan B. Et essayer d'éviter d'exposer les mains au niveau du champ, donc surtout pour les procédures de vasculaire. D'accord? Donc voilà, vous voyez l'utilisation d'une blouse plan B, ça atténue les rayons d'un chiffre d'au moins 97%. Vous voyez, et ça dépend en fait de l'énergie utilisée. Lorsqu'on utilise des rayons X à énergie de 60 kV, vous voyez qu'on arrive à atténuer jusqu'à 2 à 3, donc jusqu'à 97%. Pour les hautes tensions, ça diminue un peu moins, donc peut-être dans ce cas, et il va falloir utiliser des blouses plan B un peu plus épaisses. Pour les opérateurs, à votre avis, est-ce que les plus irradiés, est-ce que ce sont les opérateurs qui sont de petite taille ou les opérateurs de grande taille? De grande taille. Non, en fait, ça dépend de la procédure. Si on va faire une procédure de coronarographie, ici vous voyez, là c'est une étude faite chez des opérateurs de taille différentes. Ils ont vu la dose délivrée. Ils ont trouvé que plus l'opérateur est de grande taille, plus il reçoit moins de rayons X. Pourquoi à votre avis? Pour les procédures de coro, pour les procédures de vasculaire, c'est l'inverse. C'est parce qu'ils ont trouvé que les opérateurs qui sont de grande taille, ils ont en général tendance à placer la table de façon plus haute que les opérateurs qui sont de petite taille. D'accord? Alors, il faut aussi se protéger en faisant une visite d'embauche avant de commencer à être exposé aux rayons X, faire un examen
ophtalmo, voir si on a un problème de cataracte, faire une NFS parce que normalement, si on a un problème d'anémie, un problème au niveau des cellules, des globules rouges ou globules blancs, on a une leucopénie ou une diminution, donc, ou une thrombopénie. Il faut éviter vraiment d'être exposé aux rayons X et il faut au moins faire une NFS au moins une fois par an. D'accord? Donc, si je résume les différents moyens pour se protéger, il faut être attentif à la taille du champ, de l'agrandissement. Il faut utiliser les filtres de contour. Il faut utiliser la collimation pour limiter l'exposition à la zone d'intérêt. Ça réduit toujours l'exposition, ça améliore le contraste visuel et c'est très pertinent en angioplastie. Il faut être attentif à la distance tube détecteur, maintenir la DFI proche de la distance de focalisation de la grille antidiffusante. D'accord? Il faut utiliser une cadence d'image optimale. L'idéal, c'est d'utiliser une cadence de 7.5. Le protocole d'acquisition, essayer d'utiliser le maximum la scopie et non pas la graphie. Utiliser le maximum la scopie en faisant le sauvegarde. Veillez à remplir bien les coronaires et utiliser l'injecteur automatique. Essayez de limiter le maximum. D'accord? Et si jamais on a des artères occluses, on peut faire comme pour, par exemple, les pans coronaires, on visualise la distalité de l'artère sur une incidence de profil différente. Il faut éviter le maximum les travelling parce que si on va faire une travelling, on va en fait augmenter la durée de la séquence. Donc, plutôt, il faut utiliser deux incidences différentes, donc prendre chaque partie à part. Demander aux patients de faire pour limiter le flot cinétique et éloigner le diaphragme du champ. Demander aux patients de faire une profonde. Essayer de positionner les bras en dehors du champ pour éviter les superpositions humérales. Donc, si vous allez faire une incidence de profil, vous devez demander au patient d'éloigner son bras et de le mettre sous la tête et pour limiter la dose reçue par la peau brachiale cutanée. Le travelling, comme je viens de dire, à ne pas utiliser pour positionner la table en début de séquence. Positionnement de la table uniquement. Donc, ça va donner beaucoup de diffusés, le travelling. Le nombre d'incidences, essayez de dégager les 3 segments de chaque coronaire et les branches de diffusion qui sont supérieures à 1.5 en utilisant 3 à 4. Pour la coronaire droite, on va voir demain 2 à 3 incidences et pour la coronaire gauche, évitez le profil gauche, plutôt utiliser le profil droit si vous aurez besoin et de n'utiliser cette incidence que vraiment pour voir la croix du cœur, par exemple, lorsque vous allez envoyer le malade pour faire un pontage, vous pouvez faire le profil, sinon ce n'est pas nécessaire d'utiliser l'incidence de profil. Et l'idéal, c'est d'utiliser la coronarographie rotationnelle pour visualiser le réseau coronaire sous de multiples incidences pour diminuer aussi la quantité de produits de contraste, c'est l'avenir, c'est-à-dire lorsque vous faites une seule incidence et une seule injection, donc c'est le système rotationnel qui va vous donner après les autres incidences. Donc, est-ce que vous avez des questions? Le problème avec les yeux, c'est surtout le cataracte, le problème de cristallin. C'est le cataracte, c'est pourquoi qu'il faut faire un examen ophtalmologique normalement au moins une fois par an, mais malheureusement, on n'est pas en train d'appliquer les règles. Mais le problème, surtout pour les gens qui commencent de faire maintenant la cardiologie interventionnelle, surtout les jeunes. Donc, attention, je sais que très bien, vous allez mettre le pied sur la scopie et vous allez oublier de vous contrôler. Donc, le vitre, Brabidim a utilisé le vitre avant de se lancer et de faire n'importe quelle incidence, utilisez le filtre. Utilisez l'écran atténuateur en bas. Mettre votre table à une position optimale, éloigner le maximum, rapprocher le maximum l'amplificateur de brillance de votre patient
éviter de faire les OAG crâniales, le profil. Essayez de vous éloigner en injectant, vous éloigner le maximum du patient. Donc, c'est pas la peine d'être collé aux vitres. Donc, essayez d'éloigner vous le maximum. Et normalement, si vous appliquez toutes ces règles, donc essayez de faire le sauvegarde, d'utiliser le sauvegarde, d'utiliser la scopie le maximum, éviter le maximum la cinématographie. Et toujours avant de commencer, vérifier la cadence d'image. Essayez d'utiliser une cadence de 7.5, d'utiliser une scopie faible et non pas la scopie forte. Et essayez toujours de revoir votre film avant de faire une autre incidence. À chaque fois que vous faites une incidence, prenez votre temps, regardez cette incidence, est-ce qu'il y a un segment que vous n'avez pas bien visualisé avant de décider de faire des images systématiques, parce que ce qu'on voit tout le temps, c'est de faire OAD caudal, après crânial, OAD spider, ainsi de suite. Mais si on fait 3 incidences et c'est une couronne normale et on a bien visualisé toutes les parties, pourquoi faire et pourquoi s'amuser à faire toutes les incidences?